choisi le tag comme symbole de l'Internet parce que pour moi, le tag représente ce que j'appelle l'âme de l'Internet. Hein? Votre nom, Luc Fayard, coupé en 3 ou 4 paquets, peut se redistribuer sur les réseaux de 1000 manières différentes. Et probablement n'ira pas d'un seul coup là où vous avez envoyé votre message. Par contre, chacun des paquets de votre nom a son identité propre. Et quand il se reconstitue à l'autre bout de la Terre ou à côté de chez vous, sur Internet, il va se reconstituer en fonction de la séquence qui va donner Luc Fayard. Voilà pourquoi chacun des paquets a son identité, c'est un tag, et le tag est donc sans tag, pas d'Internet. L'art numérique est extrêmement important et m'inspire parce que les artistes sont des innovateurs nés. Ce sont des interprètes des nouvelles technologies. C'est eux qui leur font rendre la dimension humaine que ces technologies, normalement, n'ont pas comme finalité première. Donc l'art est une dimension métaphorique. Hein, et la métaphore, comme celle par exemple de l'artiste que j'ai cité, Ousmane Haké, hein, on crée un bijou qui fait un brouillage d'ondes et qui fait qu'on n'est plus accessible à tous les systèmes de senseurs qui sont dans notre environnement. Ça pour moi, c'est pas que ça marche, ça je m'en fous. Mais la dimension métaphorique est fondamentale. Alors je peux vous donner des dizaines d'exemples d'artistes qui sont profondément innovateurs. C'est inspirant. Pour moi, ça devrait l'être pour tout le public que nous avons ici, puisqu'ils sont tous à parler d'innovation, qu'ils aillent voir du côté des artistes, qu'est-ce qu'on a fait pour innover. L'intelligence hypertextuelle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est-à-dire, parmi les différentes formes d'intelligence qui existent, non seulement chez les humains, mais même chez les animaux, la possibilité d'aller d'une zone d'intérêt à une autre, de faire interagir des éléments qui au départ ne semblaient avoir rien à faire l'un avec l'autre, c'est à disposition dans le cerveau humain depuis le début de l'humanité. Par contre, les systèmes des réseaux, l'Internet, le rapport que nous avons avec ce qu'on appelle en anglais random access, tout ça nous donne la possibilité de faire se croiser des choses qui normalement n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et ça, c'est l'intelligence hypertextuelle. Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous lisez votre horoscope? Non, vous ne lisez peut-être pas votre horoscope. Moi, je ne lis pas toujours mon horoscope, mais je suis sûr que la moitié du public qui va voir cette émission utilise son horoscope. Comment est-ce possible que sur une phrase de 20 mots ou moins, je peux subitement découvrir qu'il s'agit bien de moi et que mon avenir est tout écrit? Eh bien, c'est totalement hypertextuel. Je cherche dans la phrase quelque chose qui correspond à cette image, cette idée, ce souvenir, cette prédiction, et j'arrive avec une interprétation qui n'a absolument rien de linéaire, mais qui est tout à fait hypertextuelle. L'intelligence hypertextuelle, c'est celle qui nous permet d'interpréter notre propre horoscope. J'ai l'impression que pour moi, cette nouvelle forme de connaissance me touche en particulier parce qu'elle permet d'outrepasser les limites des spécialisations. Hein, la possibilité de mettre ensemble des choses qui apparemment n'avaient rien à voir. D'abord, c'est une pensée artistique, évidemment, ou poétique. Ça travaille sur le langage qui est intéressant, mais c'est surtout une manière, c'est une méthode d'une certaine façon. C'est une méthode qui n'est pas du tout nouvelle, puisque les Chinois s'en servent depuis 4000 ans. Hein, ils ont inventé le Yiking, qui est totalement hypertextuel, qui est une intelligence hypertextuelle elle aussi. Le Yiking, qui est à partir de 64 petits dessins, des hexagrammes, arrivé à une prédiction, hein, un peu comme l'horoscope, mais beaucoup plus complexe et beaucoup plus scientifique d'ailleurs chez les Chinois, à une espèce de vision du monde. L'idée, c'est que nous sommes dans un présent absolu, un présent étendu qui contient le passé et qui contient l'avenir. Et ça, c'est fondamental aussi, de pouvoir avoir accès dans la même vision de l'ensemble des choses que l'on peut connaître. Et de laisser, un peu au hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard, la possibilité de faire jouer de nouveaux ensembles. J'ai programmé une fois le système de 200 lignes de Elisa, la psychanalyste en ligne, qui était un vieux programme de Weizenbaum qu'il avait fait pour se moquer du monde, pour se moquer des gens qui croyaient que l'ordinateur était un vrai cerveau. Je l'ai fait pour voir comment ça marchait. J'y ai réussi, et c'est la seule fois. Je ne suis pas un geek, je ne suis pas un boss non plus, je suis un professeur. Un professeur n'est pas un boss. J'apprends bien plus de mes étudiants que eux n'apprennent de moi. Donc, c'est pas ça. Par contre, j'ai suivi la thèse d'une de mes étudiantes sur ce que nous avons appelé Information Broker. Alors, l'Information Broker, c'est un courtier en information.
la nouvelle relation entre le geek et le boss, la nouvelle définition du geek dans l'entreprise, c'est celui qui, au lieu de garder pour lui, pour protéger sa promotion, son avenir, l'information qu'il a sur quoi, quel que soit le sujet d'intérêt du moment, la distribue, est connu pour celui « Ah oui, tu as besoin de quelque chose, tu vas le voir ». Et moi, à mon avis, si un boss est intelligent, il va récompenser le information broker tout de suite. Il va dire, ce type-là, ou cette femme, c'est vraiment la personne la plus importante de ce rayon ou de ce secteur. Donc là, il y a une nouvelle... Et puis il y a le boss cool aussi. Le boss qui est capable de travailler avec, mais pas sur, ni contre, surtout pas contre.